tous et bienvenue dans le podcast de la petite balle blanche. Bienvenue aussi à Scotty Scheffler Jr. qui est enfin venu au monde sans obliger son papa à quitter un tournoi avant la fin. En revanche, pas bienvenue à Rory pour son retour au sein du conseil du PGA Tour. Cantlay veut bien jouer sans casquette mais n'accepte pas qu'on retourne sa veste. Je suis Lionel Baucher et je suis accompagné par Marion Ricordo et nous sommes très contents qu'elle revienne. Salut Marion. Salut Lionel, bonsoir à tous. Olivier Perron. Salut Olivier. Salut Lionel, bonsoir à tous. Et Gurvan Bonny. Salut Gugu. Salut tout le monde. Alors Cyril ne sera pas des nôtres aujourd'hui car c'est Moving Day au Québec. Caribou prête ses muscles pour un déménagement et donc il ne peut pas se joindre à nous mais il vous embrasse. C'est ce qu'il nous a dit. Enfin, il ne nous l'a pas dit, mais on est sûr qu'il le fait quand même. Alors, le menu de cette émission sera organisé autour du plat principal, le PGA Championship, deuxième majeur de la saison chez les messieurs. La 106e édition de l'histoire, donc on y reviendra ensemble un peu plus tard. On évoquera bien évidemment les tricolores sur les différents circuits. Nous aurons les petites chroniques habituelles de la team. Et puis on prendra aussi quelques minutes, parce qu'on n'a pas su le faire avant, pour parler golf féminin et Nelly Corda en particulier. Donc comme Marion nous rappelle à l'ordre, on le fait. Et puis, bien sûr, notre quiz en dessert, que tout le monde se régale déjà par avance. Voilà, pour ce 4e épisode de notre saison 5. Donc sans plus attendre, je vais donner la parole à notre consultante, capitaine de l'équipe de France des Girls pour les prochains championnats d'Europe qui auront lieu en juillet. Alors Marion, où en est-on ? Eh ben, on est déjà à 2 mois de notre échéance, hein, ça se rapproche grandement, on sent que l'air se réchauffe, on se rapproche du mois de juillet, c'est génial, on a tous profité des derniers jours de beau temps en France. Non, on a eu quelques très très bons résultats chez les girls récemment. Alors, le week-end dernier, on avait un sélectif au golf de Bondu pendant le Grand Prix qui nous a, bon, le golf de Bondu, quand on connaît les gens du Nord, on sait à quoi s'attendre, mais ils ont dépassé nos attentes en l'occurrence. On a été incroyablement bien reçus et le parcours était exceptionnel. Enfin, moi, j'ai jamais vu le parcours à ce point-là exigeant. Les greens hyper rapides, hyper fermes, des conditions un peu venteuses le premier jour. C'était génial. Petite parenthèse personnelle, j'ai extrêmement mal joué, notamment le premier jour. Petite crise de socket qui m'a valu un bon petit 80 des familles. Ça remet un peu les idées en place, mais bon, heureusement, toutes les joueuses de l'équipe potentiellement battues, donc c'est rassurant. Voilà, elles ont toutes battu la capitaine, donc tout va bien, l'ordre des choses est respecté. Non, en tout cas, voilà, le tournoi s'est bien passé et c'est une de nos girls qui a gagné le tournoi, c'est Camille Mingotier, qui avait déjà la semaine précédente gagné les internationaux d'Italie. Donc, elle nous a fait un petit back-to-back sur des sélectifs et qui plus est, la semaine précédente, en plus, c'était un international, donc c'était vraiment chouette. Et le même week-end que l'Italie, c'est joué le British U16, donc jusqu'à 16 ans. Et c'est Louise Ouma Landgraf, une autre Française, qui a gagné. C'est la petite joueuse franco-thaïlandaise qui joue pour les équipes de France depuis l'an dernier et qui avait gagné Terre Blanche en 2023, tournoi pro, alors qu'elle avait 14 ans. Donc non, les résultats dernièrement sont très très bons. Alors, je vous ai cité les vainqueurs, mais il y a beaucoup d'autres Françaises avaient beaucoup de places d'honneur. On a eu, je crois, 2e, 4e, 5e. Enfin, voilà. En Italie, je crois qu'elles ont raflé, elles étaient 5 dans le top 10 ou un truc comme ça. Enfin, c'était assez violent. Et pareil, au British U16, elles étaient 2 dans le top 5. Enfin, c'était assez génial. En tout cas, on a un choix finalement un peu cornélien à faire, c'est quel vainqueur ne va-t-on pas choisir cette année? C'est assez démentiel parce qu'on en est à se demander, comme elles sont très nombreuses, des joueuses différentes à avoir gagné, des tournois un peu divers et variés. Et en fait, on en est comme on ne part qu'avec 6 joueuses et je crois qu'on a déjà 6 ou 7 vainqueurs et qu'il reste
Dans 3 semaines, il y a le German. Et après, il y a la Gavo, donc le championnat de France dames qui a lieu au mois de juin. Donc il reste encore 2 sélectifs. Si on a 2 nouvelles vainqueurs, des filles dont je dis pas dont on s'attend pas à ce qu'elles gagnent, mais si on a 2 vainqueurs qui ne se sont pas encore illustrés, on va avoir un vrai bon problème puisqu'il faudra choisir parmi une dizaine de vainqueurs. Donc c'est assez génial, hein. C'est assez étonnant. Je crois que ça s'est jamais présenté d'avoir autant de vainqueurs différents sur des tournois sur une année, mais c'est génial. Donc on a un classement provisoire mathématique. Je vais vous citer que les 2 premières parce qu'en fait c'est les 2 premières qui sont mathématiques et les autres c'est des wildcards. Donc à ce jour, la première c'est Sarah Brentcheneff qui est membre au Golf Club de Lyon qui est en tête et Louise Oumalangraf qui elle est au Camp Ferhoff qui est deuxième. Donc et derrière tout est très serré. Donc, pour le moment L2 elle serait garantie. Il n'y a pas de changement avec les prochains tournois, donc non, c'est hyper excitant. Je les ai vues jouer, elles jouent super bien. Mentalité, j'en parle pas, c'est tip top. Enfin, on a fait un regroupement à Bondu qui était génial. Les filles, elles ont des super attitudes sur le parcours, c'est admirable. Enfin, c'est génial, c'est vraiment le bonheur. Moi, je vis une expérience extra, donc c'est top. Et dans ce genre de cas, par exemple, quand tu joues à Bondu, un peu comme le capitaine d'une Ryder Cup, tu as le droit de choisir avec qui tu veux jouer? Alors, on avait demandé avant pour voir si c'était possible, mais malheureusement, en Grand Prix, on ne peut pas choisir avec qui on joue. Voilà, c'est des blocs, donc on ne choisit pas. Mais en l'occurrence, je suis tombée avec par niveau, c'était un peu logique que ça arrive, mais je suis tombée avec 2 des filles du groupe, donc ça tombait très, très bien. Et le dernier jour, j'ai joué avec, après le cut, j'ai joué avec une autre fille du groupe et une petite jeune qui sera probablement dans le groupe d'ici quelques années. Parce qu'elle joue très très bien et je crois qu'elle a 13 ou 14 ans et donc c'était super intéressant parce que j'ai vu 3 joueuses différentes avec qui j'avais jamais joué, donc c'était hyper instructif et puis enfin super motivant quoi parce que ça joue au golf quoi. T'as 16, 17, 18 ans et ça joue sacrément bien au golf. Et sans rentrer dans le secret des dieux aujourd'hui, mais du coup, les sélections, les wildcards, c'est par rapport aux formules de jeu qu'il va y avoir en Suède pour les championnats d'Europe que les choix vont se faire. C'est sur plus le question de caractère, de compatibilité avec les autres, parce que on va dire que sportivement, elles le méritent toutes. Donc, ça devient quoi le critère après? Alors, effectivement, il faut prendre en compte le fait qu'on a 2 tours de stroke play et potentiellement 6 matchs à jouer si on joue tout. Donc c'est déjà une capacité d'endurance, savoir si c'est des filles qui sont capables d'en bouffer autant, capables de faire des bons stroke play, être des démons en match play et se battre, enfin voilà, avoir le couteau entre les dents en match play pour se battre contre quelqu'un qui peut potentiellement être sur le papier meilleur. Et nous, avec Marine et Nico, on donne aussi beaucoup d'importance à l'équilibre du groupe. Parce que ça s'est vu dans d'autres sports, partir, ou même au golf, ça s'est déjà vu avec les Américains qui partent avec 12 soldats individuellement imbattables et qui prennent des roustes parce qu'en fait, il n'y a pas d'union dans le groupe, il n'y a pas ce petit lien qui fait que la mayonnaise, elle prend. Et en fait, ça, c'est aussi important. C'est aussi ce qui fait qu'on va aller un peu plus se battre pour les copines et qu'on ne va pas le faire que pour soi, etc. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va prendre en compte. Après, là, on est un peu loin. Je pense qu'il y a aussi les résultats des quelques semaines qui vont précéder l'événement parce que on a plus envie de prendre quelqu'un qui est très en forme à 1 mois plutôt que quelqu'un qui était très en forme il y a 6 mois. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Après, je dis pas que ce que je viens de dire c'est véridique, mais au final, c'est une somme de choses. À la fin, on doit faire une mayonnaise, il faut qu'elle monte. Et du coup, il y a tellement de choses à prendre en compte que là aujourd'hui, on a une idée déjà de ce qu'on aimerait faire, mais on sait que les prochains sélectifs peuvent tout Modifier. bousculer. Ouais, en fait, nous, on a déjà une petite idée de l'équipe avec laquelle on pense qu'on pourrait partir. Parce qu'il y a des choses qui se dessinent quand même. Il y a des résultats qui parlent d'eux-mêmes. Mais demain, on a une nouvelle vainqueur. Ça remélange tout. Ça rebat les cartes.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Tu, Bon, eh par- ben, tu parlais vas-y. d'un regroupement en fait pendant le Grand Prix de Bondu. Oui. C'était des entraînements spécifiques, ça consistait en quoi ce regroupement sans dévoiler de secret hein, Non, non, alors il n'y a aucun secret parce que de toute façon tout le monde a bien vu ce qu'on faisait sur place. En fait, l'idée c'était qu'on se retrouvait pour la reco, donc on faisait les recos ensemble. Moi j'ai basculé d'un groupe à un autre pour essayer de jouer avec à peu près tout le monde. Il n'y a que 2 filles à la reco avec qui j'ai pas joué. Et après on était à l'hôtel tout ensemble. Donc on dînait tous ensemble pour aussi tester la cohésion de groupe, voir enfin, voilà, voir comment les gens se comportent les uns avec les autres et voir ce qu'on peut éventuellement mettre en place pour que tout le monde se sente bien. On avait notre préparateur mental kiné Louis Château qui était avec nous cette semaine aussi, enfin ce week-end-là. Donc il y avait les filles, elles faisaient un échauffement le matin à l'hôtel. Elles faisaient un petit réveil musculaire le matin en arrivant à l'hôtel. Et si elles le souhaitaient, elles pouvaient refaire quelque chose au golf avant d'aller jouer. Et après la partie, elles avaient récup physique avec lui, donc soit séance d'étirement, soit prépa physique suivant ce qu'elles désiraient faire. Et il y en a qui ont fait même carrément 1 heure avant de partir, séance de muscu. Et, Voilà. et par rapport au calendrier, est-ce que le dernier qualificatif c'est mi-juin en fait avec la Coupe de France, dames, Exactement. et les championnats d'Europe début juillet. Il y a un regroupement de prévu avant de partir en Non. Suède? Non, on se retrouve juste l'avant-veille de la Suède, l'avant-veille de partir en Suède, on se retrouve au Golf National pour faire un regroupement. Je crois que c'est d'ailleurs boys, hommes, dames et girls. On se retrouve les 4 équipes ensemble pendant, je crois, 48 heures, un truc comme ça, ou 24 heures. Mais non, il n'y a pas d'autres regroupements parce qu'en fait, les filles, elles ont quand même des gros calendriers, elles ont vraiment plein de tournois à jouer. Donc là, je crois que le lendemain ou le surlendemain de la Gavo, on doit annoncer l'équipe pour que chaque joueuse s'organise parce que si elles jouent pas, si elles sont pas sélectionnées en équipe de France, elles peuvent potentiellement aller jouer d'autres tournois. Euh, donc non, on va faire ça assez vite, mais non, effectivement, on n'a pas d'autres regroupements parce que je crois qu'il y a le British Dame qui se joue fin juin. Et au juillet, on se retrouve déjà tout début juillet, donc c'est un peu short. Et puis, il faut aussi qu'elles aient un peu de temps les unes dans leur espace. Donc, c'est pas prévu, non. Et le parcours que vous allez jouer demande éventuellement quelques spécificités, on va appeler ça un peu différentes, genre avoir plutôt une grosse longueur de frappe, être plutôt assez spécialiste de je mets ma balle bien en jeu, bien tout droit. Alors, je t'avoue que j'ai pas encore étudié le parcours parce que j'ai eu un petit peu de boulot de mon côté, donc entre ça et le déplacement, ça m'a demandé un peu d'effort, mais j'ai pas encore vraiment étudié le parcours. Puis c'est vrai que de toute façon, sur un carnet de parcours, on a un peu de mal on ne voit pas, donc nous, de toute façon, il nous faut des filles qui soient capables de jouer quel que soit le type de parcours. Enfin, au final, et pour l'instant, les joueuses qu'on a, elles sont capables de s'exporter partout, donc ça, c'est assez chouette. Mais connaissant les Suédois, ça m'étonnerait qu'ils s'amusent à faire un parcours court, hein. Ils ont que des avions de chasse qu'envoient des drive à 250 mètres. Elles ont tout intérêt à faire des parcours longs si elles veulent s'ils veulent aider leurs joueuses. Donc, bon, même si c'est le GA qui organise, je pense que la Suède va avoir une petite influence quand même. Et eux, ils tapent comme les Suédoises, elles tapent comme des sourdes. Alors, faut, faut bombarder. C'est ça. C'est Donc, en ça que je suis pas après, suédois, en fait. Ben non, mais en fait, nous, dans l'équipe, on a des filles qui tapent pas forcément très fort. Et d'ailleurs, c'est des filles qui même culpabilisent un peu par rapport à ça. Mais on leur dit, mais attends, tu prends 85 ou 90% de fairway. Parfois, c'est aussi bien. Enfin, après, oui, c'est vrai que si tu tapais 20 mètres plus loin, ce serait super. Mais ta haute capacité à prendre des fairways, chez les filles, elle est au moins aussi importante que taper fort. Donc, chez les mecs, j'aurais pas forcément le même discours, mais chez les filles, c'est vraiment important de prendre les fairways parce qu'on n'a pas la même vitesse de swing, ce qui fait que quand on est dans le rough, nous, un rough un peu dense, avec un fair 9, on n'arrête pas la balle sur le green, quoi. Les mecs, ils y arrivent, nous, on peut pas. Donc, en fait, être sur le fairway tout le temps, quitte à taper un petit fair 7 au lieu de taper un fair 9, c'est quand même vachement intéressant.
Bon, et ben super Marion, merci beaucoup pour toutes ces nouvelles. On en saura un peu plus au prochain épisode. On en saura presque, peut-être presque la sélection. Euh, on va rester avec le bleu, blanc, rouge et passer au professionnel et le DP World Tour. Alors bon, le DP World Tour, il est plus World que Tour, c'est-à-dire que bon, ils sont partis en Asie, mais enfin, ils ont quand même fait 2 tournois depuis le Masters, c'est ça, je crois. C'est ça. Donc c'est quand même pas beaucoup pour ces gens-là. Ouais, c'est pas énorme. Et c'est vrai que là, bon, bah, on termine l'Asian Swing avec le PGA Championship. Bon. Donc, bon, c'est vrai, voilà, nous vivons dans un monde worldwide et voilà quoi. Non, c'est vrai que typiquement, le nom avoir des swings par continent, quand effectivement la majorité des tournois, enfin, la majorité sur 6, il y en a au moins déjà 2 qui ont lieu aux États-Unis. Bon, bah voilà quoi. Donc, entre la dernière fois et notre podcast, ben, en fait, très peu de tournois. On en a eu 3 supplémentaires, effectivement fait. Chez les Français, le nombre de top 10 augmente tout doucement, mais sûrement. Donc là, je me suis autorisé, alors je sais que c'est pas très très propre d'un point de vue purement déontologique, mais je me suis autorisé à considérer que Monsieur Pavon avait fait top 10 durant le Masters. J'ai mis une petite étoile top 12. Donc voilà. Donc on en est arrivé au total à donc depuis le début de la saison 3 top 3 et nous sommes dorénavant à 12 top 10. En termes d'évolution sur le classement entre notre dernier podcast et celui-ci, ben, pas d'évolution à proprement dit sévère. Donc vous verrez normalement en vert les évolutions sensibles, mais dans l'esprit, on a Hugo Cousseau, on a Frédéric Lacroix qui ne bouge pas trop, mais qui rétrograde doucement. Rosner qui revient et qui arrive à marquer quelques petits points précieux, passant de la 40e à la 39e place. Langas continue à descendre. Bon, évidemment, Mathieu Pavon, avec son top 12, passe de la 111e place à la 60e du classement de la race. Et dans l'esprit, aucune modification sensible, si ce n'est ben, Tom Vaillant qui passe dorénavant de la 153e à la 114e place du classement. Dans l'idée, on a toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs en ce moment, en gros, qui sont sous le top 10, le top 110 pour conserver leur carte. Et bah, ce que je dis à peu près comme à chaque fois, c'est-à-dire qu'une fois de plus, Cousseau et Lacroix sont dorénavant quasi sûrs, enfin sont sûrs d'avoir de conserver leur carte pour l'année prochaine. Et Rosner, bah, c'est pas loin d'être fait non plus. D'accord. Je me permets éventuellement une toute petite bifurcation pour parler du Challenge Tour, où ben, Alex Lévy joue un petit peu sur le Tour européen, mais joue beaucoup plus sur le Tour, sur le Challenge Tour. Et là, en gros, pour garder à peu près une petite idée, on a 9 tournois qui ont été joués sur 29. Et donc, on aura à peu près un top 25 ou un top 20 qui gardera sa carte et un top 45 qui pourra postuler à éventuellement une catégorie qui permettra de monter sur le Tour européen. Et là, pour l'instant, Lévy est deuxième et Ravetto sont sixième et Couvra 11e. Ces trois-là sont bien partis dans une bonne dynamique en espérant que cela se conclut positivement pour eux, mais c'est vrai que ce serait un moyen garanti de passer sur le Tour européen sans devoir à passer par les qualification schools. Au niveau du classement mondial, ben, Pavon progresse pour passer de la 24e à la 20e place mondiale. Il est dorénavant quasiment bien stocké sur ses appuis sur la 20e place mondiale. Et derrière, on va dire que donc moi, je n'ai toujours pas de Mister Pérez dans mon classement puisqu'il ne joue pas sur le Tour européen. Mais disons que derrière, en gros, ceux qui pourraient éventuellement le challenger pour la deuxième place pour les Jeux Olympiques ont intérêt de performer assez vite parce que pour l'instant, au plus proche, on est soit avec Rosner, soit avec Langas, aux alentours de la 140e, 150e place mondiale. Et il va falloir aller choper des bons résultats pour pouvoir espérer challenger et avoir la place de Victor, qui est actuellement le deuxième joueur français qualifié pour les Jeux Olympiques. Voilà à peu près le petit état et compte rendu du European DP World Super World Tour.
Merci Gugu. Alors, bon, côté PGA Tour, on n'a pas Cyril pour nous débriefer tout ça. Tu l'as dit, la nouvelle, c'est quand même Mathieu Pavon qui rentre dans le top 20 mondial, Oui, ce qui s'était pas fait un certain depuis Victor. Victor Dubuisson, je pense, le dernier. Alors, il y a eu, des fois, il y a eu des petites remarques en disant, ouais, donc moins il joue, plus vite il augmente, plus vite il gagne des places au classement mondial, puisque Mais ça, en c'est bien. gros, depuis le Masters, il a joué que le RBC Heritage avec un top 50 seulement. Peut-être tu peux nous rappeler, Gugu, je suis sûr il y a pas mal de gens qui sont pas encore bien au fait du classement mondial, mais comment en jouant moins et même moins bien par rapport au début d'année, on peut finir par gagner des places au classement mondial? Alors d'abord, on a le droit de jouer moins bien, mais il y en a d'autres. Par exemple, un certain JS, je donne pas de nom plus, hein, d'accord, qui ont le droit de jouer pire. D'accord? Donc le principe, c'est une moyenne. Donc si dans ta moyenne, toi, tu n'avances pas grand-chose, mais à chaque fois, tu ramènes des petits points, mais que derrière, tu en as un autre qui joue pas vraiment beaucoup mieux, mais qui ramène des zéros, à un moment ou à un autre, tu finis par lui passer devant, sans Mm. pour autant mieux jouer. Et après, derrière, en fait, il y a une stratégie, imaginez en fait, on va imaginer en gros, c'est une stratégie de promotion. C'est-à-dire que dans l'esprit, à chaque fois que en fait, vous jouez un tournoi, ce tournoi-là va apparaître pendant 2 ans dans votre historique. Mais au bout de 13 semaines, toutes les semaines, cette performance en nombre de points va diminuer de 1%, jusqu'à disparaître au bout de 92 ou 93 semaines de votre historique. Donc, ce qui peut se passer de temps en temps, c'est qu'en fait, quand vous allez prendre sur 2 ans glissants, on va dire ça comme ça, vous pouvez perdre une carte qui va faire qu'en fait, en divisant, vous aviez par exemple 52 tournois joués, vous perdez un tournoi. Ce tournoi-là, évidemment, entre-temps, il vaut presque 0,01% des points. Enfin, il vaut plus rien, quoi, en gros. Et donc, vous pouvez avoir une moyenne qui, divisée de 52 à divisé par 51 tournois restants, votre moyenne évolue à la hausse. Et pendant ce temps-là, Jordan Spieth, il joue, rate le cut ou ramène rien. Il ramène un zéro. Lui, sa moyenne, elle vient d'augmenter d'un tournoi. Et donc, en gros, vous vous retrouvez à lui passer devant. Et je l'avais déjà dit auparavant, mais il faut que dans la mesure du possible, si Mathieu, on va dire ça, si ça peut rentrer dans sa stratégie, idéalement, Mathieu devrait ou pourrait moins jouer parce qu'en fait, il a beaucoup de tournois à son actif. Il est en ce moment à 52 tournois joués sur l'espace de 2 ans. Ils ne sont que 4 dans le classement mondial, dans le top 20 à avoir cette même stratégie. Mais si on prend un Scheffler, un Rory McIlroy ou un Alexander Schauffele, ces 3 joueurs-là sont entre 43 à 46 tournois joués sur 2 ans. Donc idéalement, si Mathieu veut réussir à améliorer ses performances, évidemment, bien jouer, c'est mieux. Mais éventuellement se dire que laisser sortir des tournois du Tour européen qu'il a pu jouer il y a 2 ans, qui ne valent dorénavant plus rien parce que ça vaut genre 1 ou 2% de leur valeur, va le faire mécaniquement augmenter de moyenne. Alors pas jusqu'à atteindre un top 10, mais s'il y a des joueurs qui sont à 0,1, 0,2 de moyenne autour de lui, il peut peut-être monter jusqu'à un top 18 ou un top 17 mondial en ayant une bonne stratégie. Mais une fois de plus, encore faut-il qu'il veuille moins jouer, ce qui est peut-être pas Mm. sûr non plus. Mm. Ok, bon, Et comme puis, ça. mécaniquement, en fait, comme c'est des nouveaux tournois qu'il joue, sur le PGA Tour, il passe le cut, ou sur les signature events, il marque nécessairement des points. Beaucoup, beaucoup de points. Exactement. Il vient remplacer, quoi qu'il Mm. arrive, un nouveau tournoi ou même en étant, on va Mm. dire ça, un peu juste à la limite du cut, il va marquer 3 ou 4 ou 5 points mondiaux. Quoi qu'il arrive, ce qui correspondrait peut-être à l'époque à genre un top 15 sur un classement du Tour européen. Et ça, c'est un top 15, on va dire ça, s'il le jouait maintenant. Mais sauf que comme entre-temps, il y a 2 ans, on a enlevé 97% ou 98% de la valeur. Bon, Donc et voilà, mais ben, c'est des moyennes dynamiques en fait. Donc après, Ce qui fait aussi que Auberg, il est sixième et qui termine là sa première année, en fait. c'est ça, c'est ça. Lui, oui, il a commencé à zéro, quoi. Enfin, c'est ça. tournoi. Donc, Et Auberg, par exemple, lui, on va appeler ça le diviseur du classement mondial, c'est par défaut, c'est 40. D'accord? C'est-à-dire que tout joueur qui rentre dans le classement mondial, de toute manière, aura 40 joueurs, 40 tournois. Mais Auberg, lui, par contre, il n'en a joué en vrai que 27.
Ça veut dire que lui, il a 13 tournois où il peut jouer et ça ne changera rien ça, en classement de mondial. De toute façon, ça restera divisé par 40. Oui, Autant te dire disons qu'on que a. ça ne va pas empirer, il ne peut que s'améliorer C'est à ça. chaque fois qu'il va jouer pour les 13 prochains tournois. C'est ça qui est C'est fou. ça. C'est que du bonus. Donc autant te dire qu'effectivement, il a 50% des tournois à venir qui sont effectivement 100% bonus. Et le garçon est un peu bien classé au classement mondial. Un peu. Puis Un il peu. joue, et puis il joue un peu bien, quoi. Donc, Ouais, c'est en ça. plus. Non, mais bon, bonne nouvelle pour Mathieu, parce que c'est quand même le 8e européen, je crois, au classement mondial. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Ouais, et puis comme à chaque fois, C'est c'est une bonne perf. dans la catégorie des joueurs européens, c'est l'un des seuls à avoir, on va dire ça comme ça, des vrais tournois DP World Tour. Quand tu compares avec un Fitzpatrick, avec un Rory, en fait, les tournois qui rapportent rien, il y est pas en fait, hein. Il est sur des tournois qui rapportent beaucoup, beaucoup de points mondiaux. Donc voilà. Donc là, effectivement, Mathieu, s'il arrive à conserver sa carte et à jouer et à engranger des signatures et choses comme ça, il va faire un progrès encore dingue parce qu'il va remplacer des tournois minables par des tournois plutôt bien. Ok, alors concernant les autres Français, Victor Pérez est toujours dans le top 100 C'est ça. monde, 98e, ce qui est à peu près, il est 111e au classement de la FedEx. Bon, toujours pas de résultats brillants, mais bon. C'est On peut moyen espérer bien, on va dire ça comme ça Oui, en c'est fait. Je ça. pense que c'est ce que voit un petit peu, c'est ce que voit Cyril quand on regarde ses tweets. C'est-à-dire que il y a, je vais pas dire un manque de réussite, mais il a du mal à transformer l'essai, mais il a des stats qui sont bonnes. Sauf qu'effectivement, il faut réussir à aligner ces 4 fichus stats sur 4 tours. Et pour l'instant, on va dire que s'il n'y arrive pas, peut-être qu'il n'y arrivera pas, ou peut-être qu'il y arrivera, mais disons qu'en gros, pour un beginner, sans jouer fantastique, c'est pas si mal. Mais on sait qu'on peut mieux. Ouais, il s'est pas acclimaté aussi vite que Mathieu, on va dire, globalement. Mais ça n'empêche que le garçon a du talent. Plus compliqué toujours pour Paul Barjon qui n'arrive pas à passer les cuts en individuel. Enfin, il l'a passé ce week-end, non? Oui. Parce Il que fait un mauvais week-end, hein. Il fait un Ouais. week-end un peu fadasse par rapport à ses deux premiers tours, quoi. C'est dommage parce il fait top 4 au Zurich Classic là en double, donc une bonne performance qui peut aussi des fois le mettre. Mais c'est bien finalement de passer le cut quand on a raté 6 de suite. Finalement, voilà. Mais il va falloir cravacher sur le reste de la saison avec les quelques tournois qui restent. C'est ça. Parce que ça se finit bientôt, presque déjà, hein. Autant t'es sur le DP World Tour, on va jusqu'au mois de novembre, autant là, au mois de juillet, tout s'arrête pour le PGA Tour quasiment. Donc il lui reste plus beaucoup de temps. Et puis, alors on le met jamais parmi les Français, mais il y a quand même Martin Trainer qui est là, il est juste devant Victor Pérez ou juste derrière, non? Au classement de la FedEx, il me semble que j'ai vu ça. Ouais, disons que ça va peut-être changer ce soir encore, mais ouais, dans l'esprit, ils sont 113e, enfin 108e et 108e, il est devant Victor Pérez, ouais, pour l'instant. La distinction est plus importante au niveau du classement mondial, puisqu'évidemment, Victor a à son actif au moins une grosse victoire au niveau du DP World Tour, ce qui fait qu'en fait, disons que s'il devait éventuellement réussir à challenger, être challengé par Martin Trainer, Martin, une fois de plus, va falloir qu'il aille pas à la plage, mais à la recherche d'une grosse performance pour pouvoir aller chercher la place de Victor. Elle est nulle cette vanne, mais tant pis. Il fallait la faire. Bon, super. On va passer au gros morceau du mois de mai de la saison, puisque c'est le deuxième majeur de l'année avec le PGA Championship. 106e édition du majeur, du 5e majeur, du 4e, enfin, on ne sait pas trop quelle place il a, mais en tout cas, Brooks Koepka, il défendra son titre.
Scotty Scheffler, puisque Meredith, a priori, a accouché, même si ça n'a pas été confirmé officiellement, devrait y signer son retour. Il est attendu pour faire je crois, son interview mardi à 15h30, je crois, heure locale. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que le mardi, ils sont 10 prévus en interview et le lendemain, il y en a qu'un, c'est McIlroy. Donc le mercredi. Donc il n'a même pas le droit d'être en interview le même jour que les autres. Il est à part. Euh, ben, Rory McIlroy qui va revenir sur le parcours où il a gagné son dernier majeur, à savoir le Valhalla Golf Club dans le C'était il y a Kentucky. quelques semaines, c'est ça, hein? C'était il y a 10 ans, bientôt, bientôt. Alors pas tout à fait 10 ans, puisque à cette époque-là, le PGA Championship se jouait encore au mois d'août. Mais, euh, mais voilà, 10 ans que donc bah, ça peut être un bel anniversaire pour Rory, parce qu'il est quand même plutôt en forme. Il a gagné le Zurich Classic avec Shane Lowry en double. Il est juste derrière Schauffele ce soir, dernier tour du Wells Fargo à un coup de Schauffele. Donc oui, Rory, ça y est, enfin, il va faire tomber le 5e majeur. Non, tu n'y crois pas, Guy? J'aimerais tellement qu'il soit concentré sur le golf, mais à chaque fois que je vois des news de lui, j'exagère un petit peu quand même, mais c'est presque pas du golf. C'est board, pas board. Enfin, voilà, je vais pas dire que, enfin, il fait ce qu'il veut de sa vie, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, aie du pif et laisse tomber ça. Voilà, occupe-toi de ton jeu. Laisse les autres faire. C'est pas très très grave. Tu rateras peut-être éventuellement quelques millions de dollars parce que tu n'as pas participé à une négo éventuellement qui pourrait te rendre encore un peu plus riche que riche. Mais laisse tomber tout ça, quoi. Voilà. Et les TGL, les PIF, les trucs comme ça, voilà. Tu trouveras bien quelqu'un dans tes potes qui éventuellement de l'équipe Europe qui pourra éventuellement te seconder avec succès et qui te permettra toi de te concentrer sur ce qui est le plus important, c'est aller tout défoncer en majeur et pas au Zurich Classic. Ou au Wells Fargo. Voilà. Ok, Olivier, toi, vu que tu mises sur Rory à chaque majeur depuis 2014, 2014. Peut-être même avant, d'ailleurs. non, mais avant, il arrivait à en gagner. Ouais. Ouais, bah, je vais encore miser dessus. Oui. Non, parce qu'il est jamais loin. Il est jamais loin. C'est ça qui est extraordinaire avec lui. Enfin, c'est quand même sa durabilité. Il est au top depuis 15 ans. Et c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Gurvan parlait de JS tout à l'heure, mais on voit que c'est extrêmement dur de rester au top du top. Et avec toutes les sollicitations extra-golfiques ou paragolfiques, pas golf handicapé, mais toutes les choses qui tournent autour, toutes les affaires, tout le business et tout. Mais ça serait extraordinaire qu'il en gagne un 5e, plus que dans les années à venir, il gagne Augusta. Mais voilà, mais il n'a pas l'âme d'un tueur non plus, j'en ai souvent parlé, il est un peu trop gentil. Il aurait pu gagner beaucoup plus de tournois s'il avait un peu plus l'esprit tueur. Mais ça n'a pas l'air d'être dans sa nature. Donc on a toujours des espoirs, et puis les espoirs sont aussi faits pour être déçus. Donc. Des espoirs en un seul mot ou en deux? En deux. D'accord. Non, mais on sait par exemple le Masters, Augusta, c'est un peu voilà, je vais pas trouver le mot que je cherche, mais il y a quelque chose.
Enfin, on sait que Ouais, psychologiquement, il y a quelque chose qui se passe pas bien. C'est sa bête noire. Voilà, Mm. c'était le mot que je cherchais. Par contre, revenir, même si ça fait 10 ans, sur un parcours où tu as gagné un majeur, Mm. est-ce que, du coup, enfin, peut-être que c'est forcément une pression un petit peu, parce que dès qu'il y a majeur, il y a pression chez Rory, parce que tout le monde l'attend. Mais est-ce que là, il y a pas un peu d'onde positive? Bah, il y en avait au British chez lui. D'accord. Voilà. Donc là, c'est désespoir en un seul mot. Que veux-tu que je te dise? Il est pénible, ce McIlroy. C'est ce qui le rend sympathique et un peu humain. Ouais. Mais Marion, il a pas eu de chance parce que depuis 2014, enfin, il y a eu JS et JT qui sont arrivés. Il y a Koepka qui en a gagné pas mal. Il y a Scheffler qui est arrivé. Il y a John Ram aussi. Voilà. Hmm. Des petits jeunes qui, un petit peu plus jeunes, voilà. Ouais. L'influence, Marion, d'une victoire, d'avoir gagné sur un parcours avant, tu reviens sur un parcours qui t'a plutôt réussi. Est-ce que tu abordes un peu différemment le tournoi parce que tu as ces bonnes sensations, ou tu remets toujours tout à zéro à chaque fois, de toute façon? Non, tu remets pas tout à zéro. Non, non, c'est sûr que d'avoir gagné sur un parcours, tu vas avec une impression différente parce que de toute façon, quand tu gagnes sur un terrain, il y a une petite chance pour qu'il t'ait plu. Donc, il y a forcément des coups que tu aimes taper sur le parcours, il y a forcément des choses que tu aimes, les greens, j'en sais, enfin voilà. En général, c'est quand même rare qu'on gagne sur des parcours qu'on n'aime pas et sur lesquels on n'a pas maîtrisé le sujet. Euh, Après, malheureusement, ça suffit pas. Hein, c'est pas parce qu'on aime un parcours qu'on y joue bien. Le parcours parfois ne nous le rend pas aussi bien. Mais oui, clairement, il va arriver avec dans l'idée qu'il a su le dompter ce parcours et qu'il a su le maîtriser, qu'il a su gagner dessus. Donc bon, c'est un avantage. Après, c'est un avantage pour lui dans sa tête. Enfin, il va arriver. Il devrait arriver bien. Surtout que là, il est en train de super bien jouer ce week-end. Mais McIlroy gagner un majeur, j'ai l'impression que c'est du passé. Ouais, parce que Il va, faire, finalement, il va faire un top 5, c'est très bien. Hein. Il va probablement faire un troisième tour de merde et remonter comme un dingue le quatrième tour. Hein, bis repetita, on a l'impression de voir ça toutes les semaines. hmm, Non, toutes les semaines en majeur, pardon. Mais en fait, c'est bon. On a mais l'impression que le ballon est gonflé à bloc les deux premiers tours, tout ça se dégonfle le troisième tour et hop, ça se regonfle le troisième. hmm, Et bah, le quatrième, pardon. Et en fait, bah non, essayer de garder le ballon un peu gonflé tout le temps jusqu'au bout, quitte à le dégonfler sur des tournois entiers, mais garde-le gonflé tout le temps sur un tournoi. hmm. Je sais pas. Et ce joueur-là, il a forcément, enfin, je veux dire, il doit être entouré, il doit avoir un coach mental, parce que on sait que la technique, c'est pas le problème chez Rory. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il sait tout faire, Il a et il fait sait la bien le faire. Mais, mais est-ce que, si c'est pas bon, problème mental, est-ce que cette histoire avec son caddie, est-ce que c'est pas ce qui lui manque? Non, mais il a peut-être moins la dalle aussi. Hein. Il a Tu peut-être moins crois? la dalle, en fait. Bah, il a peut-être moins. Enfin, je pense que j'en sais rien, il est peut-être moins animé par la gagne. Enfin, je pense que Scheffler, il y pense même pas parce qu'il est en roue libre et du coup, il s'en rend même pas compte, mais il est animé par ça. Et puis, quand tu perds un peu ton mojo, là, bah, en fait, bah, alors, je dis pas que ça le satisfait, mais il est dans une sorte de complaisance je finis tout le temps bien, je suis hyper bien classé au ranking mondial. Et en fait, peut-être qu'il a perdu ce besoin profond d'aller gagner et d'aller tout déchirer, d'être le meilleur, de battre les autres. Il a peut-être moins ça qu'avant. Hmm. C'est peut-être pas un problème mental. Il y a peut-être tous les Legos sont peut-être empilés. Peut-être que tout va bien. Il y a peut-être
un- des priorités qui ont changé. Voilà, c'est plus les mêmes choses. Il a pu, quand il gagnait les majeurs, il était célibataire, il n'avait pas d'enfant. Maintenant, il a une femme, il a un enfant. Bah, peut-être que toute son énergie, il la met moins dans gagner un tournoi que d'être hyper équilibré chez lui. J'en sais rien. Je suis complètement. Enfin, Ouais. c'est juste que cette approche-là, elle est hyper humaine. Et en fait, c'est pas ce qu'on attend d'un sportif de haut niveau. Et en même temps, le mec, c'est un humain avant d'être un golfeur. Donc, bah, il y a peut-être un petit bout de ça. Et ça, c'est un truc qu'on n'a jamais trop écouté dans les sportifs passés. Mais je trouve que les golfeurs actuels s'écoutent beaucoup plus par rapport à leur famille. Et on va voir si Scheffler, ça lui fait un peu le même truc. Mais bon, Scheffler, il gagne encore alors que. Enfin, tu vois, il est encore. Mais Scheffler, il est vraiment en roue libre. Donc, en fait, tu te demandes même si ça peut s'arrêter un jour. Mais comme Tiger, un jour, ça s'est arrêté. Ouais, mais Tiger, tu as l'impression que c'est une machine. En fait, pour moi, en gros, Tiger, on appelle ça, en exagérant, c'est le cyborg. C'est-à-dire que tu as l'impression que rien ne compte d'autre que la gestion de ces tournois. Alors que Scheffler, tu as l'impression que c'est un être humain normal. D'accord? Pas au golf, hein, mais tu as l'impression qu'en gros, le mec, il est. Enfin voilà, sa vie, voilà, il y a Dieu, sa femme, maintenant son pitchoun, mais tout le reste coule de source. Là où tu as l'impression qu'effectivement, Tiger, pour moi, on va dire ça, s'imposait une religion qui était la quête des Graals, la quête des majeurs, et que tout était lié à ça. Alors qu'en fait, tu as l'impression, et c'est peut-être le cas éventuellement pour Scotty, mais ça se voit pas, ça se sait pas, ou ça se devine pas. Non. Et Et je pense que ce que tu décris, c'est assez juste. Et c'est peut-être dans cet état d'esprit que Rory était avant, en tout cas plus comme ça. Et en fait, les choses ont changé. Et il est moins comme ça. Ce qui fait que, en fait, le petit truc qui fait la différence entre finir troisième et finir premier toutes les semaines, ben, il manque juste ça. Et c'est pas son jeu, il joue pas moins bien qu'avant. Il a engrangé de l'expérience, il a engrangé de la sagesse. Donc en fait, il devrait être capable de jouer. Physiquement, il n'a rien perdu, donc il devrait être capable de jouer au moins aussi bien qu'avant. Mais l'animation, enfin la motivation première, c'est peut-être plus la même. Ou c'est peut-être pas au même degré qu'avant. Son but, c'est peut-être de gagner encore tout le temps, mais peut-être qu'avant, il est sur une échelle de 1 à 10, il était à 10. Maintenant, il est peut-être qu'à 7. Bon, ben ça sera la réponse dimanche prochain pour savoir si Rory ajoute une cinquième ligne à son trophée, son palmarès en majeur. Bon, il n'y a pas que Rory, Scheffler revient. Patrick Reed. La question c'est, même si Rory joue bien, est-ce que de toute façon ça suffit face à Scheffler qui se trimballe tellement que je te rejoins sur son côté moins robotique, mais en même temps il a une espèce de démonstration golfique un peu robotique, quoi. C'est fairway, green, de putt, de temps en C'est temps chiant, tu peux un, le et dire. puis moi je trouve ça un peu chiant à regarder. C'est sûr que tout le monde ne peut pas jouer depuis les tribunes ou depuis les garages à tondeuses comme Jordan, mais quand même. Il y a Brooks Koepka qui voilà, est toujours un prétendant dès qu'il s'agit de majeur et peut-être encore plus du PGA Championship. Un Justin Thomas qui revient aussi, l'air de rien, après s'être séparé de son caddie, il était plutôt bien classé, en tout cas, je ne sais pas où il est ce soir, mais il était dans le top 5 après 2 tours. Et puis ben, les Français, parce que on en aura 2, si je dis pas de bêtises. On aura Mathieu, évidemment, Pavon, et Victor Pérez, qui est lui aussi qualifié. Donc, qu'est-ce que
Parmi tout ça, j'ai balancé plein de noms. Il y en a peut-être d'autres que vous avez sous le coude. Est-ce que un Français peut s'illustrer? D'après Gugu, Patrick Reed a toutes ses chances. Ouais, Ouais, Patrick ça manque Reed. de palmiers en fait. Ça manque de palmiers, donc voilà. Non, en vrai, moi, alors, bon, c'est toujours idéalement le plus fun, ce serait qu'encore un mec du livre se classe bien, histoire de ranimer encore des trucs qui se sont déjà pas dissipés. Après, moi j'aimerais bien le retour en grâce d'un joueur, on va dire ça. Enfin, globalement, d'une litanie de joueurs qui sont un peu pas en détresse, mais voilà, des Justin Thomas, des Jordan Spieth, un petit peu des joueurs qui sont alors quand même du PGA Tour, parce que bon, il continue à jouer au golf quand même, mais qui permettrait éventuellement de se dire, ah, ça fait quand même plaisir. Envelin qui a dû en galérer quand même un paquet, une paire de fois, et pouf, il remonte en haut, d'accord? Alors pour moi, Rory fait partie de cette case-là. Donc voilà, mais ce serait plus si on pouvait éviter d'avoir, ça en même temps il n'a rien fait, mais un dieu qui marche vers la route en faisant effectivement départ, fairway, putt-putt, et puis ou approche putt, voilà. Mais voilà, mais c'est vrai que le livre pourrait être fun quand même. Un petit Brooks Koepka, alors mais c'est vrai qu'effectivement, un petit ruling de Patrick Reed, oh, depuis, depuis une tarte à gazon, ce serait top. Non, je pense que John Ram ou Koepka, ouais, vont être un peu revanchards après le Masters. Ils vont vouloir un peu exister en haut du leaderboard. Et puis, il faut pas oublier Tracy Phillips également, qui est un enseignant de 61 ans qui s'est qualifié. Et donc, qui pourrait être le héros du PGA 2024, après Michael Block en 2023. Voilà. Ok, tu le vois lui s'illustrer. D'ailleurs, Michael Block, en regardant un peu le Rory 2014, il était déjà au PGA Championship en 2014 quand Rory a gagné quand même. D'accord. Il faisait partie des pros qui s'étaient qualifiés, quoi. Donc, Non, je ne mettrai pas une pièce sur Tracy Phillips. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Voilà. Ouais, t'imagines déjà s'il passe le cut, quoi. Parce que, enfin, on va dire ça comme ça, le gars pourrait avoir la somme d'âge de 2 voire 3 joueurs. Oui. Mais tu t'imagines, enfin déjà, moi, Block, c'était déjà super fun, mais si en plus t'as un papy, oh, ça serait top, quoi. T'imagines les deux en dernière partie le dimanche? Papy a 61 ans, mais attends, mais oh. oh, Bah, c'est le Senior Tour. il va Non, pas mais t'aider. quand même, un papy, 61 ans, Non, Gurven. mais il va affronter un parcours qui va faire, je sais pas, moi, 7000 mètres. Le gars a dû commencer avec des balles balata. Ok, j'exagère un petit peu, mais Non, non, mais mais là, ça pour le serait. coup, d'accord, il a dû commencer avec des balades, c'est possible. Mais non, mais moi je trouve que ça serait une belle image dans cette, on va appeler ça époque moderne qui consiste à montrer que tu es plus beau, plus jeune, plus fort. Si tu avais effectivement un petit papy proche du Senior Tour qui venait au moins passer le cut avec un petit amateur, ce serait top, quoi. Voilà. Ouais. Bon, on va pas faire non plus 10 minutes sur Non. Jean-Jacques, mais non, toi Olivier, ton favori, tiens. Favori Rory. Et puis. Le déni total. Le déni. Et puis mon outsider, ben Rory. Brooks. Brooks, ok. Ouais. Marion, t'as pas trop entendu par exemple un Mathieu Pavon. Est-ce que sur un tournoi comme ça, est-ce que ce majeur-là, par exemple, est peut-être plus à la portée ou pas plus qu'un autre, selon toi, Non, je pour un dirais Mathieu pas Pavon? vraiment plus qu'un autre, mais tu m'aurais demandé il y a 3 mois, je t'aurais dit que Mathieu était capable de tous les meilleurs résultats de la Terre. Là, ça fait quand même voilà, c'est un peu moins bien en ce moment. Là, ce week-end en particulier, je pense qu'il est plus du tout habitué à faire des scores comme ça et je sais pas s'il travaille sur un truc ou quoi, mais bon, disons que les scores qu'il a fait la semaine qui précède un majeur, c'est pas lui que je mettrais dans le top 5, si tu veux. Hmm. Là moins.
Hmm. Après, il est capable, hein, de toute façon, il a plein de ressources. Mais t'as du mal à imaginer qu'à ce niveau-là, tu puisses passer de plus 18 à moins 12, quoi. Enfin, Hmm. Hmm. c'est pas simple. Hmm. Il n'a pas eu une journée kata, il a eu 4 journées très très moyennes, quoi. Ouais, c'est ça. Il finit par un 77, Ouais. son moins bon score de la semaine, quoi. Ouais, bon, Mais après, bon, j'ai dit qu'il avait fait triple 18, donc c'est peut-être bon, ouais, voilà, un petit ouais. lâche à la fin. Le fait est que ces 4 scores très moyens, bon, tu t'imagines pas aller faire de la perte de l'année la semaine suivante, quoi. En général, il y a des étapes. Donc, non, moi, je dirais plutôt un Scheffler un peu porté par la naissance de son enfant. Je pense que ça peut faire un bon petit coup d'adrénaline. Et Kupka, en fait, effectivement, je le vois bien faire un petit retour, une petite vengeance par rapport au Master. Mhm. Mhm. Bon, Non? et toi, Gugu, C'est qui Gugu, possible. Gugu, toi, ton Moi, favori j'attaque la polémique directe. Favori, Bryson de Chambeau. Et Ouais, un outsider. remarque. Un outsider, mais bon, voilà, c'est pas lié à vous, hein, c'est juste comme ça, je le kiffe. Martin Keimer. D'accord. Ah ouais. C'est- Qui a quand même pas joué depuis M'en fous, il a 1972, je pense, à participé à peu près, 50 quoi. 012 Open de France, il a toujours été là pour soutenir, voilà, il peut participer à ce tournoi. Je kiffe ce joueur, son aspect mi-français, mi-germain. Voilà, donc non, non, j'adore, voilà, donc Martin. Bon, ok. Eh bien, on en saura plus Et les tiens, Lionel, ton prono? franchement, Sans dire Scheffler. ouais, c'est ça. Qui a part Scheffler, en fait? Malheureusement, je pense pas que cette pause va lui faire perdre son golf. Au contraire, il va être tellement content de retrouver les fairways, les machins, les trucs, et puis de pouvoir faire 3 nuits tranquilles, loin du bébé, à mon avis, voilà. Ouais, et en fait, j'y pensais en préparant l'émission, je me disais, il pourrait pas devenir le tout premier à vraiment faire un grand chelem, en fait? Le Grand Slam. Ouais. Alors bon, Le vrai de vrai. ouais, le vrai de vrai, pas le Tiger Slam, pas celui de Bobby Jones avec les tournois qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Enfin bon. Et puis derrière, là c'est plus un coup de cœur qu'un favori, mais j'aimerais bien un Fleetwood. J'aimerais bien un Fleetwood parce que je, je trouve qu'il mérite. Il n'arrive toujours pas à accrocher son tournoi du PGA Tour. Et le PGA Tour reste quand même un des majeurs où souvent, voilà, ça peut être la première victoire en carrière sur ce circuit, ça peut être à travers le PGA Tour. Donc voilà, j'aimerais bien Tommy Fleetwood. Auberg, je le réserve pour l'US Open. Parce que je suis pas sûr qu'il va, comme il a son problème au genou, je ne sais pas s'il rentre dans le champ finalement cette semaine. Mais bon. Euh, Puis il a le temps, hein, puisqu'il a 13 tournois où il peut faire des pirouettes et des cacahuètes au Berg avant de devenir numéro 1 mondial. Euh, Superbe. Donc, PGA Championship, bah, rendez-vous dès jeudi, Kentucky. Ce qui est bien, c'est que c'est plutôt sur la côte est. Je ne maîtrise pas toute la géographie, mais on doit être au-dessus d'Augusta, donc on doit être sur du 6 ou 7 heures d'écart. Donc ça reste raisonnable pour regarder et puis aller les Bleus, quoi. C'est pas parce que on n'y croit pas qu'eux n'ont pas le droit d'y croire. Donc voilà. Et c'est pas qu'on n'y croit pas non plus, hein. Non, mais On leur envoie toutes nos bonnes ondes, hein. S'ils peuvent gagner, nous on est ravis, hein. exactement. On est tous d'accord. Petit, petit intermède, petit interlude. Il y avait parce qu'on a passé rapidement sur les tricolores, mais comme on vient encore d'en parler avec le PGA Championship, Olivier, tu avais envie de parler un petit peu des derniers mots de De Pascal notre Grisot, président. de notre président Voilà. à tous, voilà, C'est Pascal ça. Grisot.
qui s'exprimait récemment, la semaine dernière, là, sur le site de la Fédé, là, sur l'accès, où il expliquait qu'il y avait plusieurs voies pour accéder au plus haut niveau, enfin, sous-entendu le plus haut niveau professionnel. Et dans cet article-là, il parle de Céline, voilà, et de Mathieu, qui sont les deux plus hauts représentants en fait, au classement mondial respectif, femmes et hommes. Et en fait, c'est une petite inflexion dans le discours officiel depuis que Pascal Grisot est élu, puisque le discours en fait qu'il tenait régulièrement, c'était qu'il fallait former des gens au meilleur niveau en fait amateur, qui soient le plus proche possible en fait de la première place amateur pour arriver dans le top 20 mondial. Sauf que là, Mathieu en fait a prouvé qu'il y avait d'autres voies possibles en fait pour y accéder, puisque Mathieu, quand il est passé pro en fait en 2014, il était 50e français amateur et 800e mondial. Et à force de travail, voilà, au bout de 10 ans, il accède au plus haut niveau mondial à 31 ans. Céline, en fait, elle gagne à Evian l'année dernière son premier majeur, mais elle a 30 ans. Donc, ça rappelle aussi que le golf est aussi un sport de maturité, parfois lente. Il y a des jeunes qui vont performer très rapidement, très vite et tout, et d'autres qui ont besoin d'un peu plus de temps. Mais là, il y a une première reconnaissance. Je pense que ça pourra faire un sujet de discussion à part entière. Mais là, il y a une petite inflexion en fait, sur les voies d'accès au plus haut niveau. Et ça laisse de la place à différents profils en fait. Voilà. Disons que en tant que président de la Fédé, il se doit aussi de, on appelle ça, vanter les structures techniques, sportives, mentales qui sont mises en place dans l'accompagnement. Et c'est vrai que même si à l'heure actuelle, on va dire que nos deux représentants sont passés par des voies un peu plus différentes, je pense que Grisot Grisot, je pense de toute manière se dit, et de manière probablement légitime, que en ayant un cursus, on va dire fléché Fédé, il y aura probablement des pitchouns qui auront plus de force et de connaissances et probablement d'acquis pour pouvoir accéder au monde, au tournoi professionnel et au monde professionnel. Mais c'est pas pour autant qu'effectivement il n'y a que ces jeunes-là. Mais c'est vrai qu'en gros, dans l'esprit, pour moi, il est là aussi pour faire le pub de la Fédé. Et vendre ces deux-là, ne pas parler de ces deux-là, c'est compliqué en ce moment. Après, effectivement, vanter ces deux-là, ça revient aussi à dire qu'en fait, dans l'esprit, faut que tu t'encadres par toi-même, donc que tu aies indirectement tes sponsors, de l'argent, et que la Fédé au moins offre ce support-là. C'est un moyen de rendre populaire, on va dire ça, un staff technique et mental pour moins de frais pour des gens qui auront pas la possibilité de le faire, quoi. Il y a aussi en fait, au-delà de, je pense pas que ce soit forcément pour promouvoir le système fédéral, c'est juste que quand tu regardes les courbes d'évolution des meilleurs mondiaux actuels, quand tu regardes leurs courbes, en fait, il y a quand même, il y a une vraie tendance. Tu peux pas la nier. Le mec était, on voit que les mecs étaient les meilleurs mondiaux à un moment, amateurs. Quand ils passent pro, ils ont un temps très court pour exploser, parce que s'ils explosent pas tout de suite, en général, on se rend compte qu'ils explosent pas du tout. En fait, t'as des courbes qui sont plates tout le temps. Donc, disons Mathieu, c'est un peu ça. Il est un peu en bas tout le temps, et en fait, il a progressé comme ça. Il continue à monter. Quand chez les amateurs qui sont dans les meilleurs mondiaux amateurs, quand tu es ici en fait et que tu passes pro, en fait, si tu stagnes pas et que tu continues pas à monter assez vite, en général, ça va faire plutôt tu stagnes et hop, ça descend. Et après, une fois que si tu descends sur un très court laps de temps, il peut y avoir l'adaptation, etc. Si au bout de un an ou un an et demi, t'as pas montré que t'étais machin, en général, c'est malheureusement, et je parle de généralité,
C'est pour ça que je dis en général, parce que c'est pas si t'es deuxième mondial, que tu passes pro, qu'au bout de 2 ans, t'es pas top 1 mondial, t'es mort. Non, c'est plus complexe que ça. Mais les courbes ont cette tendance, quand tu regardes les 20 meilleurs mondiaux chez les hommes ou les 20 meilleurs mondiales chez les femmes, et c'est vrai que ça se fait chez les filles en particulier très tôt. Beaucoup plus tôt. Et Mathieu et Céline, ce sont des extraterrestres par rapport à ces courbes-là, l'un comme l'autre. Parce que Céline, elle a été l'une des meilleures joueuses mondiales amateurs. Quand elle est passée pro, elle a végété un petit peu. Végété. Je le dis gentiment, mais elle n'est pas partie sur les chapeaux de roue comme on l'aurait imaginé. Et sur le LPGA, elle l'a atteint, mais c'était pas non plus machin. Et il a fallu attendre quelques années. Comme quoi, c'est pas si linéaire que ça. Mais la tendance, quand tu regardes toutes les autres, Rose Zing, elle est numéro mondial, elle passe pro, bam, elle éclate le truc. Et globalement, c'est ce qui se passe quasi systématiquement. Bon. Après, les chiffres, les choses-là, elles sont faites pour être contredites. Donc, heureusement, c'est pas si simple que ça. Mais je pense qu'il n'a pas forcément voulu défendre le système fédéral, mais plus la réalité des courbes pour une grosse majorité des joueurs. Si 80% des gens rentrent, ou 90% des gens rentrent dans ces cases-là, c'est qu'il y a quand même une vérité. Heureusement, les portes ne sont pas fermées pour les autres. Mais après, une des clés, enfin, à mon avis, une des clés pour Mathieu, ça a été, enfin, il commence sur l'Alps Tour, il doit faire 3 saisons max, en fait, sur l'Alps Tour, de mémoire, et il passe sur le DP World Tour, en fait, assez rapidement. Et assez peu de temps, en fait, sur le Challenge Tour, il a même pas dû jouer, je pense, sur le Challenge Tour. Et d'aller rapidement sur le DP World Tour et de s'y maintenir, je pense que ça, c'est une des clés. Et c'est tout le mal que je souhaite à quelqu'un comme Tom Vaillant sur le DP World Tour, c'est de pouvoir s'y maintenir cette année. Parce que c'est aussi en termes de c'est plus rémunérateur également, en termes de champ de joueurs, et puis rémunérateur pour se construire son équipe, en fait. Non, mais ce qu'a fait Mathieu, c'est encore plus impressionnant parce que d'accord, il s'est maintenu sur le DP World Tour, mais à un âge où on pense que on va végéter sur un circuit, il s'est qualifié sur le PGA Tour et là, paf, il a mis un deuxième coup d'accélérateur. Et c'est là où il est encore plus impressionnant finalement. C'est que quand on se dit, bon, bah attends, t'as 30 balais, ça fait 10 ans que t'es pro, c'est bon, tu vas jouer tes pairs, ton petit tour, ton petit tour, là, tu vas pousser ta pelote, tu vas prendre ton petit million tous les ans et puis ça va aller impeccable. Non, le mec, il va chercher encore plus loin, quoi. Et c'est là qu'il est extraordinaire et c'est là qu'il sort des cases. Et tant mieux, parce qu'en fait, nous, du coup, il nous a quand même fait rêver pendant une énorme partie du début de saison. On ne vivait que par ce qu'il faisait. Les autres golfeurs ont arrêté d'exister pendant quelques temps. Et c'est assez génial. Donc, en fait, les autres, ils sont trop jeunes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les autres, on s'inquiétera de leur cas dans quelques années. Ils ont un peu le temps, là. C'est clair, c'est clair. Mais c'est bien qu'il y ait plusieurs voies pour réussir, en fait. Mais c'est sûr que celle que prônait Pascal Grisot, c'était la loi statistique, on va dire. Exactement. Voilà. La porte pouvait être ouverte avant aussi. De dire qu'il y avait la porte n'a jamais été fermée, en fait. Non. Non, mais d'un point de vue fédéral, en fait, comme ils doivent faire des choix, ils peuvent pas ouvrir la porte à tout le monde. La Fédé, elle n'a pas vocation à ouvrir la porte à tout le monde. Donc, comme ils doivent faire des choix, ils se sont basés sur les statistiques, ce qui est cohérent. Bon, heureusement, on n'est pas obligé de passer par là pour y arriver, mais on voit bien que de tous ceux qui sortent, il n'y en a pas beaucoup qui sortent en dehors de cette voie. Non, mais après, il y a peut-être une question sous-jacente. C'est parce que, comme tu dis, tu es obligé de faire des choix parce que tu peux pas accueillir tout le monde. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui se sont fait fermer la porte au nez en leur disant non, t'es pas assez bon pour nous rejoindre. Et peut-être que c'est pas forcément dire juste t'es pas assez bon pour nous rejoindre et que nous on prend que les meilleurs. Enfin, c'est aussi arriver à pousser peut-être tous ceux qui sont en dehors des circuits classiques en fait, et que si tu es accompagné et que c'est plus important d'avoir un accompagnement
en tant qu'amateur pour pouvoir percer et crois en toi, quoi. Et qu'il n'y a pas qu'un circuit, enfin qu'une manière d'y arriver en tout cas. Donc bon, l'occasion, on parle d'y arriver et de passer professionnel et peut-être un jour d'être vainqueur d'un majeur ou d'un tournoi sur le PGA Tour ou sur le World Tour qu'il y aura d'ici quelques années avec Monsieur Ilan Sebillo, Olivier. Où en est donc notre bon Mais Ilan? c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Exactement, exactement. Il en est à vraiment démarrer sa saison. Voilà. Il y a un démarrage qui était. La saison a démarré en février, mais il y a eu un tournoi en février, un tournoi en mars, un tournoi fin avril, et puis un tournoi début mai. Et là, voilà, depuis fin avril, ça s'enchaîne. Voilà, ça va. Et ça va s'enchaîner au mois de mai. Donc là, on est vraiment lancé. Il y a eu 2 tournois dernièrement. La Coupe Cachard, en fait, à Saint-Cloud, où il fait 13e place en jouant +1, +1, +5 au dernier tour. Avec en petite anecdote, en fait, il a eu un observateur de choix sur le dernier tour, puisqu'il avait un copain du blog, la personne de Julien Xantopoulos, qui cadayait un des joueurs qui jouait dans la partie d'Ilan. Voilà. Donc Ilan a joué +5 ce dernier tour. Julien m'a dit que voilà, en termes d'attitude, il était vraiment top. Heureusement, parce que le score n'était pas là ce jour-là. Mais toujours, voilà, toujours en construction. Toujours ce swing en construction qui s'est vraiment mis en place en fait à la Boulie la semaine dernière. Pendant la Coupe I12, où il termine 17e. Et avec un premier tour compliqué en +5, avec un triple bogey, un double bogey, 4 bogeys, 2 birdies, un eagle. Donc une carte très très colorée. Très spice. Et puis voilà. Et une dernière journée en +1 avec 2 bogeys, un birdie. Et qui est sa partie de référence. Il m'a dit que c'était propre en fait du début à la fin. C'était ce qu'il voulait faire. C'est voilà, la partie de référence pour lancer la saison. Donc, ça va être direction les S pour les internationaux de France. Et puis, la semaine prochaine, de mémoire. Et puis après, la deuxième division, Gold de Touraine, donc avec l'équipe de Nantes-Vigneux. Ils seront dans le peloton qui peut jouer la montée pour la Gounougou. Donc, voilà. Donc, on va suivre ça de près. Bon. Il y a une belle aventure, je pense, avec. On parlait là des joueurs qui vont l'accompagner. Enfin, on parlait des pôles et tout ça il n'y a pas longtemps. Il y a quelques instants. Donc, il jouera avec Raphaël Turcot, qui est à Terre Blanche. Et puis Pierre Hélène, qui est pas en pôle, mais qui fait un très bon début de saison aussi. Donc 3 joueurs en forme. Donc, voilà. Donc ça fait déjà une bonne base pour l'équipe. Donc voilà, si je joue la montée le dimanche, je pense que je prends la voiture pour aller à Tours. Voilà. Ça va, c'est pas très loin. Non, c'est pour ça, voilà. Voilà, ça serait plus loin pour moi, par exemple, d'y aller. Bon, et ben, cool. On suivra ça sur Twitter, évidemment. Les nouvelles d'Ilan. Petite parenthèse golf féminin. On en a déjà ouvert une en début d'émission avec les girls, mais j'avais envie de parler de Nelly Corda, qui a réussi le
l'exceptionnel en remportant 5 tournois consécutifs. Alors, c'est pas c'est 5 tournois qu'elle a joués, elle, de manière consécutive, mais c'était pas 5 tournois à suivre. Mais enfin, il n'empêche. Il n'empêche. Je crois il y en avait que 3 à suivre seulement, il me semble, sur les 5. Mais Seulement. 5 tournois consécutifs, dont le premier majeur de l'année, avec son deuxième majeur donc en carrière. Assez exceptionnel. Tout le monde, évidemment, Scotty Scheffler, de l'autre côté, fait un peu la même chose en remportant 4 sur les 5 derniers. Mais c'est déjà arrivé par le passé, enfin, personne n'avait réussi à faire 6 fois consécutif, je crois, chez les femmes. Elle ne le fera pas ce week-end parce qu'elle est un peu trop loin. Elle n'est que troisième, mais elle est quand même à plus de 10 coups. Des deux premières, que sont Rosing et Sackström, mais euh, Tiger Woods l'a fait aussi régulièrement chez les hommes dans les années 2000. Mais quels sont les facteurs qui, pour vous, alors que on vient de perdre Marion, mais elle va revenir, quels sont les facteurs qui, pour vous, peuvent contribuer à asseoir une telle domination comment vous l'expliquez, vous, qu'on puisse être comme ça est-ce que la peur des autres en se disant mince, Vlanelli Corda, on va faire du mieux, je surfe sur une bonne vague, je réussis tout ce que je touche et je touche tout ce que je réussis. Enfin bon, Gugu, toi, t'en penses quoi? Euh, c'est difficile d'essayer d'imaginer ce qui se passe chez les autres quand tu as déjà, ne serait-ce que réussir à gagner la compétition Cochonou chez toi, tu galères. Alors, jouer sur le PGA Tour, en Mm. gagner 4 de suite et réussir, enfin, j'ai l'impression que, en fait, moi, en gros, quand j'ai connu, on va dire ça, l'époque Tiger Woods, j'ai l'impression que le simple fait qu'il s'aligne sur un tournoi faisait peur aux autres. Ce qui est étonnant ici, c'est que j'ai pas l'impression que Nelly Corda provoquait jusqu'il y a peu ce même sentiment. Je te dis pas c'était personne, mais j'avais pas l'impression qu'elle avait, comment on va dire ça, comme une sensation de domination par sa simple présence. Là, je pense que maintenant, ça va peut-être devenir un peu compliqué pour les suivantes parce que, alors sauf si effectivement elle faisait genre un petit craquage derrière, mais bon, là on voit qu'elle va pas réussir à gagner, mais qu'elle va probablement terminer au pire par un top 5 ou un top 10. Je, je crains, ou j'espère pour sa part, qu'on soit peut-être éventuellement dans une épopée Tiger Woods dans le golf féminin. Mm. Et qu'à mon avis, le simple fait de sa présence, dès lors qu'elle verra son petit nom juste au niveau du practice, fera qu'il y en a déjà 2 ou 3 qui diront « Oh merde, bon ben ça va pas être pour nous cette semaine. » Après, comment expliquer ça, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines au moins. Et quand il y a une telle dynamique, Olivier, mentalement, alors bon, tu connais pas personnellement Nelly Corda, mais ni Scotty. Tu Non. connais que Tiger en fait. Donc justement, d'après tes années avec Tiger, qu'est-ce que tu peux nous dire? Non mais c'est quoi? Du coup, on élimine plein de doutes au moment où on se présente au début du tournoi. On avance, on a une vraie confiance en son jeu. Ouais. Du coup, tout s'enchaîne. Ouais, une grande confiance et puis une façon de gérer le brouhaha médiatique en fait aussi. C'est de l'expérience de gérer le temps qu'on passe hors golf, dans les interviews, tout ça qui prend, avec les sponsors, qui va prendre beaucoup de temps. Et je pense que ces joueurs-là, savent très bien le gérer. Il y a la confiance qui est énorme.
Et puis Nelly Corda, si on voit son parcours, il y a peut-être je parlais d'esprit de revanche pour des garçons pour la semaine prochaine. Nelly Corda, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas gagné. Ça faisait un moment que. Ah ben, elle avait pas gagné alors que Marion revient avec nous, alors qu'il y avait de l'orage, donc elle avait plus d'internet, mais elle est revenue. En fait, Nelly Corda, elle a 0 victoire en 2023. Elle en a une, si, elle en a une sur le LED, à la Ramco oui, sur le CS, LPGA. Ouais. en juillet. Mm. Et il y a 2 victoires en 2022, il faut remonter à 2021. En 2021, la Jazz a 5 victoires, dont les JO. Elle doit avoir aussi un majeur. Et donc, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas gagné. Donc, je pense qu'elle avait besoin de retrouver des choses, de se prouver des choses à elle. Et puis, peut-être prouver des choses aux autres joueuses. Parce que depuis, ça fait quand même 5 ans qu'elle termine l'année dans le top 5 mondial. Donc, il y a peut-être des choses qui ont été retravaillées, j'imagine cet hiver pour niveau technique, mental, pour asseoir sa domination avec une envie. On parlait tout à l'heure avec Marion, on a parlé de la motivation de Rory. Je pense que là, la motivation de Nelly, elle est avec l'envie de marquer l'histoire. Alors, je ne sais pas si vous avez évoqué ses problèmes de santé. Non. Alors, en fait, si Nelly Corda n'a pas gagné depuis un moment, c'est aussi parce qu'elle a eu des gros problèmes de santé. Ouais. Elle a eu un caillot dans le bras. Dans le bras, c'est ça. Et voilà, dans le bras. Et donc, elle a été arrêtée. Elle a eu un peu de problèmes de dos et elle a eu un caillot dans le bras. Donc, elle a quand même été arrêtée pendant un petit moment. Elle s'est fait opérer. Donc, elle a eu quand même des gros problèmes de santé à une période où elle était vraiment sur la courbe ascendante. Un peu bien joué au golf. Ouais. Donc, ça l'a un peu stoppé. Et depuis qu'elle a repris, on sent que c'est en place, quoi. Mais justement, toi qui as un peu plus d'expérience que nous pour le haut niveau, et sur le LPGA, sur le LPGA. Oui, sur le LPGA accessoirement, mais bon, voilà. Mais qu'est-ce qui peut aider à, enfin, je veux dire, dans quel état, quand tu viens de gagner les 3 derniers tournois où tu t'es présenté, enfin, tu vas me dire, je sais pas, j'ai pas fait, mais mais globalement, on a encore moins fait. Ça ne m'était jamais arrivé. Donc, c'est vrai que je me suis posé la question de comment tu arrives à continuer à être concentré et motivé quand tu viens d'en gagner autant, en fait. Parce que tu es forcément distraite par les médias. Je veux dire, tu dois être elle a dû être hyper sollicitée parce que, évidemment, ce qu'elle faisait, c'était extraordinaire. Donc, elle a dû être super sollicitée. En même temps, tu en as gagné 2, 3, 4. Honnêtement, tu te dis, bon, elle va relâcher, quoi. Non, elle gagne le 5e. Et là, cette semaine, honnêtement, si tu n'as pas 2 extraterrestres dans le tour, elle est encore là. En fait, tu as 2 nanas qui n'ont pas compris. Elles ont quitté le peloton. Là, elles n'ont pas compris que ça ne se veut pas comme ça. Donc, elles ont 10 coups d'avance sur les autres. Mais en fait, sinon, si tu enlèves ces deux extraterrestres qui sont en train de péter le parcours en 2, Nelly, elle est 3e. Donc, elle serait, voilà, cette nana-là, elle est hors norme parce qu'il y a je pense qu'il y a un instinct de sportif de haut niveau dans son sang. Il y a un truc dans son sang, là, c'est tous des sportifs dans la famille. Et puis, il y a une capacité à travailler, je pense, qui est démentielle. Parce qu'en fait, on oublie que 95% du job, c'est quand même de taper des balles et de rentrer les balles dans le trou à longueur de journée. En fait, quand elle arrive sur le parcours, elle fait que de répéter ce qu'elle a fait à l'entraînement. Donc, plus un petit peu de magie, de préparation mentale, et voilà, et hop, t'as toute ta sauce pour faire de la performance, quoi. Donc, entre le travail le travail de golf, le travail physique, le travail mental, à un moment, elle fait que répéter ce qu'elle fait à l'entraînement. Donc, vous me direz, elles le font toutes. Mais je pense que non, mais après quand tu vois sa sœur qui était déjà extrêmement bonne avant de s'arrêter, son frère qui est au tennis cherche les victoires tout le temps. Enfin, il a explosé vite. Son père qui était un grand tennisman aussi.
eux, la culture du sport, elle est ancrée. Enfin, c'est dans leurs veines. La culture de la performance et de la gagne et de la réussite, c'est ancré. Donc, Bon, j'avais une autre question, mais je la garderai pour la prochaine fois parce que sinon on va prendre encore beaucoup de temps et on parlera des dominations respectives de Scotty et Nelly. Peut-être que le mois prochain, ça sera encore pire, donc vu qu'ils auront tout gagné chacun de leur côté encore. Donc elle sera toujours d'actualité. Avant de terminer l'émission sur le petit quiz habituel que tout le monde attend en trépignant des pieds, Gugu va nous faire un petit point Jeux Olympiques. Ouais, une petite page de pub un petit peu. Donc là, si jamais, donc alors déjà, j'espère que une bonne partie de la communauté quand même a ces tickets, parce que bon, les tickets des Jeux Olympiques pour voir le golf étaient disponibles, le reste encore d'ailleurs, me semble-t-il. Et si jamais il ne reste plus, normalement, il y aura bientôt une bourse d'échange qui devrait faire qu'il y en aura de nouveau. Et donc ça y est, le site officiel des Jeux Olympiques commence à diffuser quelques informations, et en particulier pour les gens qui habiteraient dans les parages ou qui viendraient, on va dire ça, réussir à se loger sur les parages, on commence à avoir des informations sur les accès qu'ils appellent mobilité active. Derrière ce magnifique nom, sous-entendez en gros tout ce qui n'est pas voiture. Et évidemment tout ce qui n'est pas train. Et donc, a priori, Monsieur Jeux Olympiques aura la bonne idée d'avoir un petit endroit, genre parking à vélo, qui nous permettra d'accéder éventuellement directement dans les parages. Et comme la communauté d'agglomération de Saint-Quentin met beaucoup de vélos à disposition, n'hésitez pas à vous renseigner si jamais éventuellement vous avez des difficultés de mobilité et que vous n'avez pas prévu de payer à peu près 70 balles pour votre parking de voiture. N'hésitez pas. D'accord. Et donc, ouais, on commence à avoir des petits designs du golf national, des petites informations. Donc, voilà. Donc, vous trouverez ça, tout ça sur le site des Jeux Olympiques. Et en gros, vous allez dans la partie golf et ensuite vous allez dans site et vous avez toutes les informations nécessaires sur l'accessibilité du site et choses comme ça. Voilà. On y est. Entre la flamme, les Jeux Olympiques, une Nelly Korda, un petit Victor Pérez et puis éventuellement, je ne sais pas qui chez les Américains, mais ça y est, ça commence à se rapprocher. Scotty, quoi, forcément. Le problème, c'est que est-ce que vous avez entendu parler on appelle ça de l'intérêt ou du non-intérêt pour l'instant des joueurs américains pour cette épreuve? Non, moi j'ai tenté de voir pour l'instant sans succès des motifs d'intérêt, genre est-ce que Scotty Scheffler est intéressé par les Olympiques? J'ai quasiment rien trouvé là-dessus. Donc voilà, combien, qui seront les Américains qui seront intéressés pour venir C'est Xander qui est tenant du titre? Si je dis pas de bêtises, oui. Donc voilà. Et chez à Nelly, Paris, chez les femmes. peu de temps après le British, enfin après The Open. Ouais, je pense que le voyage peut avoir un intérêt. Normalement, il n'y a pas Zika. Normalement, l'endroit pourra faire un peu plus rêver pour éventuellement envoyer Madame, Baby Scheffler, etc. pour pouvoir faire du shopping et profiter éventuellement de la destination Europe. Mais voilà, donc là pour l'instant, en tout cas, voilà. Mais non, je pense que ça va être très, 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 très bien sur un parcours qui va être, qui est toujours aussi génial. Ouais. Non, puis ce qui est sympa, c'est que c'est sympa aussi pour les femmes de jouer sur le golf national. Oui. C'est quand même pas souvent. On les envoie à Deauville là, ou à Chantacourt, rien contre ces deux parcours-là, mais je vois pas pourquoi elles n'auraient pas le droit d'être plus au golf national que les garçons. Et puis les femmes qui vont avoir leurs petits maris qui viendront faire du shopping aussi, non? Exactement. Ouais, évidemment. Il y a plein d'outlets et je pourrais donner quelques petites listes. C'est un réducteur quand même de dire que les femmes mais c'est pas du shopping pendant que les maris jouent au golf. Non, c'est pas réducteur, mais il me semble que sur, en gros, on va appeler ça sur les Jeux Olympiques. Je parle uniquement pour les Américains parce que je pense qu'il y a un paquet de joueurs pour les autres nations où l'envie de représenter son pays est un motif suffisant de se dire je vais y aller. Mais j'ai l'impression que les Américains sont, allez, on va encore sortir un poncif, mais parfois peut-être plus intéressés par l'argent que la médaille. Et dans ces cas-là, si tu veux réussir à vendre la destination Jeux Olympiques, il faut réussir à vendre une destination où, grosso modo, tout le monde y trouve son compte. Voilà. Je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'en fait, les Jeux Olympiques, le golf, c'est pas un sport olympique. Et il y a plein de tous ces gars-là, ils n'ont pas grandi en prenant le golf comme un sport olympique, ce qui fait que c'est pas forcément dans leur ADN et c'est pas
Et je pense que des mecs comme Ricky ou comme Xander, il l'a gagné. C'est peut-être un peu différent. Il aura peut-être à cœur de défendre son titre s'il est sélectionné. C'est toujours pareil. Mais Ricky, par exemple, qui l'a déjà fait une fois, il s'est tatoué les anneaux, c'est bon, il l'a fait une fois, je pense qu'il va passer à autre chose. Tu vois, c'est parce que c'est pas, à l'origine, le golf, c'est pas un sport olympique. Donc en fait, oui, l'expérience est extraordinaire à vivre, mais une fois que tu l'as fait une fois, je pense que tu as compris. Mais disons qu'on va dire ça, que tu peux réussir à réitérer ce genre de... Par exemple, sur la Team America en basket, des choses comme ça. C'est-à-dire que de temps en temps, tu as l'impression que les Américains, ou par exemple, certains joueurs de l'équipe de France de football. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de temps en temps une relation un petit peu à l'équipe olympique, même s'il y a une histoire un peu plus importante pour l'équipe de basket américaine, sur le fait qu'effectivement, voilà, la Dream Team de 92, ils ont eu du mal à le refaire. Voilà. Mais bon, en attendant, cherchez vos places. Il y aura bientôt une bourse d'échange si jamais vous en voulez. Et elles sont pas chères et ce sera cool. Ouais. Oui. Ils seront sans doute plus intéressés dans 4 ans parce que ça sera chez eux en plus. Et si jamais vous ne l'avez pas vu, attention messieurs, dames, il faudra payer avec une Visa. Ce n'est pas une blague. C'est Visa le sponsor officiel. Donc si jamais sur votre carte bleue il y a écrit Mastercard, d'accord, vous ne pourrez pas payer en carte bleue sur le site olympique. D'accord, c'est absolument pas une blague. D'accord, donc dans ce genre de cas, il faudra éventuellement arriver avec de la monnaie, ou il y aura des distributeurs bancaires qui vous permettront de retirer de l'argent. Donc si jamais, renseignez-vous, si jamais dans votre famille, si vous trouvez quelqu'un qui a une Visa et vous avez une Mastercard, prenez la Visa sera acceptée sur site. C'est quand même fou. Disons que Visa doit dépenser quelques euros pour pouvoir éventuellement garantir une exclusivité. Ouais, mais c'est quand même... Ouais, enfin bon, c'est un peu comme l'histoire des tickets de bus à 5 € où tu as le droit d'avoir 2 tickets pour le prix d'un. Alors, j'ai le droit de préciser là-dessus, c'est une arnaque et un gros complot, en gros, des gros connards de journalistes. En fait, 5 € est le prix maximum des prix. En fait, en gros, si par exemple demain je veux aller de chez moi de Saint-Quentin jusqu'à Paris, le prix du ticket est à 5 €. C'est juste connards de journalistes. Il n'y aura pas vendu à proprement dit des billets à 5 €, mais c'est juste que si les gens en fait prennent un billet pour aller à Saint-Quentin, ils paieront 5 €. Sauf que ces crétins-là ont fait croire en gros que ce serait le prix du billet, on va appeler ça, parisien. Voilà. Mais voilà, prenez de la distance surtout avec l'intégralité des informations, parce qu'en fait, c'est pas qu'elles sont fausses, mais c'est qu'elles sont pas totalement Mais elles sont pas vraies. Elles sont un peu détournées. Moi, c'est vrai que c'est ça. Ce qu'il disait, c'était que le ticket de métro sur la zone 1 coûterait 5 €. Alors qu'en fait, ils disent qu'ils ne dépasseront pas le prix de 5 €, quelle que soit la zone. C'est ça. Ce qui est hyper raisonnable quand tu vas de Paris à 50 en Yvelines, que tu payes 5 balles, c'est super raisonnable. Oui. Non, mais on est voilà, disons qu'on va appeler ça la partie géobashing, je pense, va s'arrêter pendant, depuis que la flamme est partie. Je pense que maintenant, voilà, ça devient visible et je pense que ça va se calmer. Mais voilà, mais en tout cas, voilà, pour la partie Visa, c'est malheureusement pas, c'est juste une histoire de gros sous. Bon. Allez, c'est dit. Voilà, emballé, c'est pesé. Allez, parce que je sais que vous êtes très heureux à l'idée. Un petit quiz. Alors, on en a parlé, forcément. La première partie du quiz, on va parler de Rory McIlroy. C'est trop facile. Si. Ce quiz est déjà orienté. Mais non. C'est pas pour qui parie Olivier à chaque majeur. Alors, comme vous êtes 3, qu'on ne peut pas faire d'équipe, parce qu'à 2 contre 1, ça serait pas juste. Et puis à 2 contre 2, ça veut dire que moi j'ai déjà les réponses, donc ce serait pas juste non plus. Donc, petite question. Marion, rien contre. Moi, si je suis dans ton équipe, Lionel, ça me pose pas de souci moral. Allez, question de rapidité. Il y a 5 questions sur Rory. D'accord. La première vaut 1 point, la deuxième vaut 2 points, la troisième jusqu'à la 5e qui vaut 5 points. Voilà. Plus il rapporte de points, plus elle est compliquée. Et là, c'est rapidité. Donc, le premier qui crie fort dans le micro, c'est celui qui gagne. D'accord? Ok? Première question. Ah non, c'est pas ça. Pardon. Excusez-moi. C'était bien essayé. C'était bien essayé. J'ai pas compris la consigne. Vous pouvez répéter la question? Alors, pour 1 point, vous êtes prêts? Combien de majeurs a Rory McIlroy? 4. Jamais. 1 point pour Olivier.
Mais c'est... Je le dis. Deuxième question pour 2 points. Quel a été son premier majeur et en quelle année? Il n'en a jamais gagné. 2010 US Open. Non. 2012. 2009 PGA. Non, pas si tôt que ça. Non. 2011 US Open. J'allais dire 2012, ouais. Attends, 2011 Masters, 2011 Grand Chelem. 2011 US Open, c'est ça. Bravo, J'avais un monsieur. doute. Ok. Donc Bah, c'est c'est 2 points encore pour Olivier? Oui. C'est son quiz. Oui, c'est ça. Alors, en quelle année obtient-il 4 top 10 lors des 4 majeurs? Il fait top 10 à chaque majeur de la même. 2014. 2019. Non. Jamais. 2012. 20. 2013. Non, 21. 2021. Non. Il est con. 2017, 2018, 2019, 2014, 2012. Bon, bah, je ne peux pas donner les points. 2022. Ouais. 2022. C'est la Merci. seule fois lorsqu'il fait deuxième au Masters. Donc, il fait deuxième au Masters. Il fait, que je récapitule, 8e au PGA Championship, T5 à l'US Open et 3e à The Open. C'est quand même gigantesque. D'accord. 2014, Marion, elle avait cité en premier. Il fait que 3, mais il a 2 victoires, effectivement. Mais il fait que 3 top 10 parce qu'il fait T23 à l'US Open. Quelle déception. Voilà. Alors, pour 4 points, combien de victoires en Rolex Series pour Rory McIlroy? 3. Non, mais Bonne non. réponse. Si, c'est ça. Annulé, non? Avec un non mais non? Non, mais parce que j'essaie de me souvenir du nombre d'étoiles que je voyais affiché. Au Ouais, leaderboard, c'est ça. oui. Parce que, assez paradoxalement, C'est pas beaucoup. Tahir Laton, il en a plus, je crois. Bah, de toute façon, Ouais. c'est paradoxalement, il joue pas beaucoup sur le tour Il doit en européen. avoir 5. et il en a 3 qui viennent de gagner seulement. Parce que 2 en 2023 et 1 en 2024. C'est-à-dire que les autres tournois qui sont devenus Rolex Series, qu'il a déjà gagné par le passé, n'étaient pas encore Rolex Series à l'époque. Et puis, il joue rarement le DP. Donc, Et c'est pas faux, monsieur. Non, Il joue pas si souvent le DP World. non, mais il joue souvent les Rolex Series, quoi. Oui. Il joue les relatifs. Ouais. Donc, du coup, Marion, avec, Passe en avec tête. 4 points, égalise. Non, elle Ah passe non, je crois devant, qu'elle part. puisqu'il avait 1 et 2, 3. Voilà. Allez, Gugu, dernière question. 0 la tête à Toto. Ok. Combien Rory a de victoires à Dubaï, tout tournoi confondu? 3. Non, plus que ça. 7. Ouais, j'allais dire 6. Oh, elle est forte. Bonne réponse de Marion. Donc Rory a gagné. Deux il a Abu Dhabi. gagné 2 fois le. Abu Dhabi, ça compte pas. Non, 2 Emirates, c'est ça? Il gagne 2 fois le DP World Tour à Dubaï, D'accord. en 2015 et en 2012. Et il gagne 4 fois le Hero Dubai Desert Classic. Ok. Voilà. J'ai pas compté le Dubai Duty Free Irish Open dedans. Parce que, bon, Bah non, quand même pas. c'est pas Dubaï. Hein. Donc, Bah non. mais c'est pour expliquer les 7 d'Olivier, je suis sûr. Parce que lui, il avait en tête. Forcément. Alors, donc, Marion, 9 points. Olivier, 3 points. Gugu, 0. Alors, possibilité de doubler avec une question bonus. Alors, Gugu, 0 par 2.
C'est un bon calcul. J'avais pas prévu que. Je pensais que Gugu en aurait au moins un point, quoi. Mais. Donc, je mettrai 5 points de bonus Non, 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 à double, Gugu. c'est bien. Je mettrai 5 points de bonus à Gugu. Vous avez le droit qu'à une réponse. Ok? Ah, mais non, faut faire plus que 5 points, sinon ça veut dire que Marion a déjà gagné. Non, non, mais parce qu'il reste encore une D'accord, question ok, après. ok. Donc, combien de top 10 en majeur pour Rory depuis 2009? Oh la vache. Oh, c'est chaud, c'est que 13. Depuis 2009, hein. Toi, tu réponds à toute vitesse, mais Ah Et ouais, t'as bah, donné ta réponse, on n'a plus là, c'est fini. ouais. De toute façon, tu mérites que de doubler 0, toi, de toute façon. Enfin, ouais. de bêtises. Voilà. 24. Alors maintenant Non. alors, attends, Attends, il faut le Olivier n'a plus pas répondu. proche. J'essaie, Non, il non, faut le non, plus non, non, il n'y a proche. pas de plus Ah, proche. Bah non, parce que sinon, C'est le combien? j'aurais dit et puis tu dis en dernier. Donc, c'est pas cool. Olivier, c'est pas 24 et c'est pas 13. 21. Bon, je pense que c'est plus que 24. 30. Ouais, c'est ça. C'est monstrueux. 1 sur 2. Il fait top 10, un tournoi sur 2, quoi. C'est ouf. Ouais, c'est ça. Quasiment. Enfin, plus que ça en vrai. Sachant il en a gagné, enfin, il en a Non, fait ça 4 fait. en 2022. Alors évidemment, en comptant ces 4 victoires, hein, mais en fait, il n'y a que en 2011 et en 2012 où il n'a qu'un top 10 et c'était 2 victoires à chaque C'est fois. dingue. Il gagne l'US Open, il gagne le PGA Championship. Ah pardon, et il fait T8 en 2013 seulement au PGA Championship. Mais voilà, 30 top 10 en 15 ans. C'est C'est dingue. pas mal. C'est Pour pas un, mal. pour un joueur qui gagne pas de majeur, c'est quand même pas mal. Allez, et puis pour terminer, 5 points par. Alors les scores sont toujours de 9, 3, 0. 5 points par bonne réponse. 15 joueurs. Donc ça va être à tour de rôle ce coup-ci. 15 joueurs différents ont gagné le PGA Championship depuis 2003 inclus. Donc sur les 20 derniers en fait. À tour de rôle, vous me citez un nom. Potentiellement, vous pouvez en citer 5 chacun, puisqu'il y en a 15. À chaque fois qu'un a été dit, il est sorti de la liste. Donc peu importe qu'il ait gagné une fois ou plusieurs. Donc je laisse la parole à Gugu parce que Keimer. Martin Keimer, en 2010, 5 points. Olivier, Oh, oui. Rory, en 2012 et 2014. Cupca. Cupca, 3 fois, 2018, 2019, 2023. Scheffler. Tu passes ton tour, hein, mais tu auras le droit de jouer au tour d'après, mais non. C'est pas utile, hein. Olivier, Tiger. Tiger, alors sur cette période-là, depuis 2003, 2 fois seulement, 2006, 2007. J'ai Marion, peur de dire une énorme connerie, mais je vais dire Bryson. non. C'est l'US qui l'a gagné. Merde. Ouais, pardon. Bravo, Olivier. Ah, non, Ah, vas-y, continue, continue. Allez, oh vous merde. essayez de trouver le maximum quand même. Je vais passer. J'ai pas d'idée pour l'instant. Ça va peut-être revenir. D'accord. Olivier, Justin Thomas. 2 fois, 2017, 2022.
Marion? Ouais, je. Wyndham. Merde. Oh, je sais jamais. Je confonds toujours les deux. Tim Clark? Non. Vinny, c'est quoi le nom du mec qui dit qu'il va être le numéro 1 mondial, qu'il est trop fort? C'est Wyndham Clark? C'est Wyndham, le mec qui dit qu'il est le meilleur du monde, machin. C'est Wyndham Clark. C'est Patrick Reed. Mais non, mais non, mais non, mais non. Tu sais, les interviews en disant, moi, je suis putain, c'est pas Wyndham Clark, Je c'est. pense, moi. Si, c'est Wyndham Clark. Non. C'est l'US Open qu'il a gagné, Wyndham Clark. L'année dernière. Non. Le Saint-Quentin, je suis pas totalement sûr. Cantley? Non. Allez, dernier tour. Olivier? Mickelson? Ah ouais, putain, Mickelson, Mickelson, putain. en 2005 et 2021. 2021, ça avait été un peu la surprise d'ailleurs, parce que il est devenu l'un des plus vieux à gagner un majeur. Donc, Ouais, mais ce que peut faire Tracy Phillips, hein. c'est ça, c'est ça. Il peut être battu. Hein. Marion, est-ce que tu as un nom? Dernière chance. Ah, on t'entend plus. Adam Scott. Non. L'autre. C'est ton jour. Ah. Non. Je peux Alors, pas. dans ceux que vous avez ratés, je vais faire du plus récent au plus vieux, mais Colin Morikawa en 2020. Jimmy Walker, c'est en 2016. Jason Day, 2015. Jason Dufner en 2013. Keegan Bradley en 2011. Moi, je ne peux pas y dire Keegan Bradley, je me suis dit non, c'est pas possible. Yang Young-eun en 2009. Padre Garrelton en 2008. Vijay Singh en 2004. Et Sean Mitchell en 2003. Voilà. Bon, victoire d'Olivier qui a raflé. Voilà. Sur le fil. Merci Rory. Mais non, même pas. C'est Phil. dominé C'est après Phil Rory. Mickelson. Grâce à Phil Mickelson. Vive le livre. Voilà, Phil Mickelson. Bon, eh bien merci à vous trois. Des gros bisous à Cyril qui écoutera le podcast en décalé. Passez une belle semaine de PGA Championship et puis Une bonne semaine de golfeurs également à Marion. Ah, la golfeuse Ah oui. également à Marion. Oh là 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 là, mais à fond alors. Et c'est où la Ça golfeur? commence À Chantilly, ça commence jeudi. Bon, le PGA Championship, rien à foutre du PGA Championship. Quand tu as parlé d'un tournoi hyper important, je pensais que tu parlais de ça, je suis un peu déçu. Bah Mais oui, bon. oui. Non, mais j'avoue ne pas avoir suivi. Donc, Mais je vais suivre à partir de jeudi, forcément. Voilà. Jeudi et vendredi en stroke, c'est ça, hein? Samedi, dimanche, lundi en match. Bon. Ok. Et donc, victoire ou c'est quoi l'objectif? Oh, victoire. Victoire. On a une très bonne équipe. Bon. Eh bien, voilà. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Merde à Saint-Germain. À toute l'équipe de Saint-Germain. Merci à vous trois de votre bonne humeur et puis à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Salut la gang.